Bonjour, bienvenue dans cette première capsule d'une série de 5 modules d'une formation qu'on a conçue avec beaucoup de bonheur qui s'appelle Faire équipe avec sa communauté, transformer la participation citoyenne en levier de réussite collective. Je suis en compagnie de ma collaboratrice Marie-Ève Marcotte-Bussière. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Marc-Pierre. Si vous voulez en savoir plus sur nous et sur toute la mécanique derrière ça, on vous invite à écouter la capsule d'introduction qui est sur le site web. Mais Marie-Ève va quand même nous dire un petit mot sur la genèse de ce projet pilote-là. Projet pilote Mon milieu dynamique qui a été mis en place au centre du Québec, financé par le MAMACH. En fait, Mon milieu dynamique a accompagné 5 municipalités dans des projets de participation citoyenne. Des outils sont ressortis de ces accompagnements-là. Ils sont présents sur le site Internet, comme Marie-Pierre vient de vous le présenter. En cliquant là, sur Mon milieu dynamique, vous êtes redirigé vers le site Internet qui foisonne d'outils en participation citoyenne. Super, oui. Fait que ce projet-là a été porté par le CRDS. Moi, je suis impliquée là, depuis un petit bout avec l'accompagnement des municipalités puis la création là, de cette formation-là. Une citation qui m'inspire beaucoup, moi, c'est celle-ci là, de Liz Weaver du Tamarack Institute. Le véritable changement dans une collectivité s'opère à la vitesse à laquelle se bâtit la confiance. Moi, ça me parle beaucoup. Puis j'ai l'impression que toute tu sais, nos communautés à l'échelle locale, puis même si on regarde un petit peu plus large, hein, à l'échelle nationale et internationale, on gagnerait tous à prendre soin plus de la confiance entre nous. Fait que cette formation-là, elle a pris cet angle-là de rapprocher, tu sais, de prendre soin des relations entre les acteurs municipaux et la population. Donc, on s'adresse vraiment aux équipes municipales puis aux élus, évidemment. Puis on veut offrir un espace de sécuritaire hein, pour apprendre à améliorer peut-être ses pratiques puis à échanger entre personnes de bonne volonté. Hein, Marianne? Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans vos communautés? Comment ça va la participation citoyenne? Sont où vos nœuds et vos freins, en fait? Oui. Tu veux-tu nous dire qu'est-ce qui se passe dans cette capsule-ci, là? C'est quoi nos objectifs? Oui, on a appelé la première capsule Renforcer la compréhension de l'importance de la participation citoyenne. C'est un concept qui existe et que on ne connaît pas nécessairement. Donc, c'est important de se donner des bases communes, là, puis de se faire un langage commun sur qu'est-ce que c'est la participation citoyenne. Donc, on va parler de la pertinence de l'implication citoyenne. On va parler aussi de l'importance de la place des citoyens dans les projets de développement, des citoyens et des citoyennes, l'importance de les inclure aussi dans la réflexion. On va avoir des infos sur les bénéfices d'une participation citoyenne active. Qu'est-ce que ça donne d'intégrer les citoyens là, dans les décisions et dans la vie municipale? C'est quoi les conséquences d'une faible implication aussi sur les projets? Qu'est-ce qui peut arriver si les citoyens ne sont pas impliqués ou si on ne s'est pas soucié, en fait, de la vie des citoyens? On va parler aussi des effets d'une participation perçue comme perturbatrice. Les équipes municipales et les élus, là, je suis certaine qu'ils ont des visages dans leur tête de citoyens qui peuvent être un peu plus confrontants. Donc, c'est quoi les effets là, de quand on perçoit ces citoyens-là comme perturbateurs? Puis, on va se rappeler de l'importance de la confiance entre les équipes municipales, les élus et les citoyens là, pour favoriser une participation citoyenne positive. Fait qu'avec cette capsule-là, hein, on met la table. Puis d'ailleurs, Ouais. il y a le lexique qui accompagne le programme de formation qui va être en ligne là, avec ces contenus-là, si vous voulez aller vous chercher un petit peu plus là, de détails là, dans la compréhension du vocabulaire. On a posé la question aux élus lors d'un sondage, là, puis en fait, aux directions des municipalités, aux élus, qu'est-ce que ça représentait pour eux la participation citoyenne? Puis on s'est rendu compte que ça pouvait varier beaucoup.
On peut voir ça, tu sais, déjà comme focusé sur le bénévolat. On peut associer ça à participer aux réunions du conseil municipal. On peut associer ça à toutes sortes, tu sais, de consultations publiques plus officielles. Fait que ce qu'on a envie de vous dire, c'est que toutes ces formes-là représentent des formes de participation citoyenne. Même quand les gens s'expriment sur des plateformes numériques comme Facebook, puis même quand les gens s'organisent contre des projets, par exemple, de développement économique ou de mise en place là, d'air protégé, tout ça, fait que ça fait toute partie de la participation citoyenne, hein? Donc, nous autres, on voit ça de façon assez large, hein, Marie-Ève? Ouais. Ça s'en vient, notre slide? OK. Ça te tente-tu de nous expliquer un petit peu, là, à travers des textes importants là, fournis par le gouvernement, comment est-ce que la participation citoyenne, en fait, on incite beaucoup les municipalités, les MRC à intégrer ça dans leur pratique, hein? Oui, le plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale, le nouveau plan là, 2024-2029, en fait état aussi de l'importance de renforcer la participation citoyenne dans les projets qui vont être financés par les Alliances pour la solidarité. On retrouve aussi mention là, de l'importance de la participation citoyenne dans le guide d'élaboration du plan climat. Puis, on en parle aussi dans le guide sur la prise de décision en urbanisme, que la municipalité a la responsabilité d'inclure, en fait, les citoyens dans la réflexion des projets susceptibles de toucher leur milieu de vie. Donc, on le sait que c'est important, mais le gouvernement, dans ses plans ou dans ses financements, en parle de plus en plus et mise de plus en plus sur l'importance, et ça en est même dans certains financements des conditions nécessaires en fait à l'obtention du financement. On peut penser, là je sais pas, je vais aller plus vite, mais on peut penser au MADA, aux politiques famille aussi là. Ah c'est ça. Qui demande, en fait, qui nécessite aussi la consultation, mais pas juste la consultation, même l'implication active de la population là, dans la mise en place de ces politiques-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on va chercher ces accréditations, tu sais, qu'on répond aux attentes du gouvernement, ça peut nous donner accès à du financement supplémentaire. Puis ça nous aide à vraiment être en lien direct avec les besoins de la communauté. Tu sais, quand on se fait un plan de match comme celui-là, ben, il arrive des opportunités de financement, puis là, on est connecté avec notre communauté pour développer dans le sens du bien commun. Fait que comme des comportements attendus envers les élus, hein, Marie-Ève, t'aimerais-tu nous en parler, toi qui es élue municipale en plus, là? Oui, mais il y a le guide des bonnes pratiques là, sur le respect et l'incivilité de la Commission municipale du Québec là, qui est sorti il y a pas si longtemps, puis qui parle aussi que de l'importance que l'élu doit privilégier sur la confiance, doit créer une relation de confiance, et il est responsable de déterminer les priorités et les actions qui vont permettre de développer le mieux-être de la communauté. Mais ce lien-là, puis ces notions-là se font en collaboration avec les citoyens. Il faut être à l'écoute des citoyens. Il faut travailler main dans la main avec les citoyens pour s'assurer justement de prendre des décisions là, pour assurer le mieux-être et le développement de la communauté, en fait. Oui, puis comme tu le disais précédemment, je pense que c'était dans la capsule précédente, tu sais, on fait face là, à des défis sans précédent, là, des enjeux, que ce soit avec les changements climatiques, là on est en guerre économique contre les États-Unis, il y a comme ça arrête plus, hein? Fait que si on veut être fort, tu sais, tisser serré au sein de notre communauté pour affronter ces défis-là, je pense que cette relation de confiance-là, c'est vraiment un must. Donc, des exemples de comportements attendus envers les élus qui vont dans ce sens-là. On a parlé de la confiance. Fait que c'est cette idée de maintenir un lien de confiance solide. Ça inclut de répondre aux attentes élevées en matière de respect, de civilité et d'intégrité.
Parce que les attentes des citoyens et citoyennes ont évolué, je pense, envers les élus dans les dernières années. Il y a peut-être un petit peu plus de pression. On ne veut pas s'en rajouter. D'ailleurs, on est très empathique envers ceux qui décident de nous, hein, de nous représenter. Mais donc, c'est quand même de réaliser qu'il y a des attentes, qu'on a aussi la responsabilité, en quelque sorte, de mettre en place un climat propice au dialogue, donc de permettre à des opinions divergentes d'être exprimées. On sait, il faut prendre soin de notre démocratie plus que jamais, là, fait que cette idée-là d'entendre plusieurs voix est importante. On veut créer des opportunités aussi pour que les citoyens puissent vraiment participer au processus décisionnel. Parfois, on le sait, on est pressé, on a un manque de ressources financières, on a toutes sortes de contraintes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir davantage de places concrètes là, selon nos moyens? On s'attend aussi à une certaine exemplarité. Donc, les actions et les attitudes des élus vont avoir un impact direct sur la perception et la crédibilité des institutions démocratiques locales. Puis ça, on le sait que c'est aussi un enjeu. Il y a une perte de confiance envers les institutions démocratiques à ce moment-ci, qui est un peu généralisée à travers la planète. Là, on ne réglera pas tout ça avec notre série de formations, mais par contre, on peut travailler au niveau local. Il y a cette idée-là de respect. Donc, ça commence par le respect de soi, mais si on souhaite être respecté, ça va des deux côtés. Puis, il y a cette idée d'éthique aussi, fait que de se poser constamment la question, quoi faire pour bien faire, puis de vraiment être en mesure d'anticiper les conséquences de nos décisions en fonction de l'impact que ça a sur la communauté. Hein. Tu as envie de rajouter quelque chose, Marielle? Non, mais c'est un peu la base d'une bonne relation avec les élus, avec l'équipe municipale. Même, tu sais, il y a des attendus qui sont envers les employés municipaux aussi. Mais tu sais, comment s'assurer de bien jouer notre rôle puis de respecter en fait le rôle que les citoyens nous ont donné là. Mhm. Mm. Il y a des bénéfices à une participation citoyenne active. Veux-tu nous en présenter? Il y en a plusieurs. Le premier, on parle de renforcement de la légitimité et de l'acceptabilité sociale. Alors, on a des gros projets qui s'en viennent là, dans nos municipalités, que ce soit réfection de salles municipales ou construction de nouvelles bâtisses, les églises, tout ce qui est au niveau des changements climatiques, l'énergie verte. Donc, plus les citoyens sont impliqués dans le processus décisionnel, plus ils vont adhérer au projet. La communication ouverte et transparente, on le dira jamais assez, renforce la confiance et la crédibilité. Donc, plus les citoyens sont impliqués, plus ils sont en accord avec le projet, en fait. Plus on les implique dès le départ aussi, là, faut le dire, pas juste les informer une fois que tout le processus décisionnel est fait, là. Ça améliore la qualité et la durabilité des projets. Les projets participatifs répondent mieux aux besoins réels. On parle des budgets participatifs justement hein, quand on permet aux citoyens de proposer des projets, d'émettre des nouvelles idées pour la municipalité. Ben, on peut être sûr que ça répond aux réels besoins. La consultation, ça c'est important. La consultation permet d'éviter des erreurs coûteuses. On peut nous avoir des idées, mais si les citoyens ont pas pu avoir voix dans la mise en place du projet, ça se peut qu'on oublie des angles morts importants. Un projet porté collectivement génère des économies, puis l'implication citoyenne peut aussi favoriser l'entretien à long terme des infrastructures. Quand on fait partie du projet dès le départ, on se sent un peu plus responsable de s'en occuper, d'en prendre soin, de l'utiliser à bon escient aussi. Tu sais. On parle du développement du capital social. La participation citoyenne permet de renforcer les liens entre les élus et les citoyens, permet de créer une cohésion sociale positive, puis permet aussi l'acquisition de compétences, du sentiment d'appartenance et de confiance entre l'équipe municipale et les élus.
On peut parler aussi de la part d'une expertise locale et d'innovation. Euh, il faut reconnaître que nos citoyens, c'est des experts aussi. Donc, il faut reconnaître qu'ils ont des expertises à apporter dans nos discussions sur les projets ou sur la mise en place de politiques ou de nouveaux règlements. Euh, Puis ils nous permettent aussi de prendre en compte encore plus la réalité puis les défis du milieu. Puis plus il y a de gens impliqués dans la communauté, plus il y aura de place et possibilités d'idées novatrices et d'émergence, en fait, là, de nouvelles façons de faire ou de nouveaux projets adaptés, en fait, aux citoyens. Euh, Promotion de l'engagement civique, c'est aussi un bénéfice d'une participation citoyenne. En fait, quand les citoyens sont impliqués, on voit que ça renforce leur sentiment de responsabilité puis de mobilisation. Donc, on peut voir plus de gens au conseil municipal, on peut voir plus de gens qui lisent le journal municipal. Les gens impliqués se sentent partie prenante, en fait, de la communauté, puis ça transparaît aussi dans leur participation. Aux différentes consultations publiques, aux différentes activités qui sont offertes par la municipalité aussi. Ça peut donner des belles candidatures pour les prochaines élections municipales aussi. Ça peut donner le goût aux gens de s'impliquer, là. Ouais. Fait qu'il y a plein d'avantages. Il y a des exemples d'initiatives tripantes qui sont directement issues là, du centre du Québec. On a entre autres, hein, veux-tu nous en dire un petit mot, Marie-Ève? Tu connais bien ça, cette démarche-là de être mieux ensemble? Oui, être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes, c'est un projet là, du CIUS de la Mauricie du Centre du Québec. Puis il y a des organisateurs communautaires spécifiques qui travaillent à accompagner les communautés, dans le fond, à créer des communautés plus fortes et résilientes. Donc, il y a des financements qui sont rattachés à ça. Puis, il y a des ressources humaines aussi qui peuvent accompagner des comités de citoyens, qui peuvent accompagner des équipes municipales qui désirent là, mettre sur pied des projets là, pour favoriser la création de liens entre citoyens, ce qui est gage justement de communautés fortes. Mhm. Donc, des belles initiatives à Bécancour avec l'aménagement du quai de Saint-Angèle. À Nicolet, on a créé un poste de directeur des communications et de la participation citoyenne. Ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est une façon d'institutionnaliser puis d'intégrer ça là, de manière plus poussée. Ouais. Des beaux projets citoyens là, sous le pavé avec la MRC d'Arthabasca. C'est un petit peu partout que ça se passe. Un budget participatif à Victo, entre autres. Il y en a un peu partout. À Drummond, on a un comité de citoyens du quartier Saint-Joseph qui a fait des belles choses. À Inverness, on a une escouade d'entraide. Fait que là, on a mis les liens là, pour que vous alliez consulter ça. Puis on pourrait parler de choses plus globales qu'on voit dans plein de municipalités, là, la création d'un poste d'agent de développement et de vie communautaire. Ça, c'est un must, hein, Marie-Ève, pour une petite communauté, là. C'est un must parce que ça prend du temps créer des liens avec les citoyens, ça prend du temps entretenir ces liens-là, ça prend du temps donner le goût aux citoyens de s'impliquer, de devenir bénévoles dans la communauté. C'est sûr que les municipalités qui prennent la décision d'engager, puis là, tu sais, ils peuvent l'appeler, il y a toutes sortes de noms. Là, nous, on a écrit agent de développement et vie communautaire, mais ça peut être Ouais. responsable des loisirs et de la vie communautaire, tu sais. Mais quelqu'un que c'est son travail de créer des liens avec les citoyens puis de les entretenir, moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que les municipalités qui prennent ces décisions-là, on voit la différence avant ce poste-là et après ce poste-là dans la cohésion sociale, dans la dynamisation de la municipalité. Moi, je pense que c'est vraiment un must. Tu sais. Puis pour les petites municipalités, là, on peut penser aussi d'aller avec de se joindre à une autre municipalité pour engager un agent de développement, Mhm. mais c'est vraiment un must selon moi. Mhm. Puis on a des exemples d'initiatives un peu partout au Québec, hein. On peut aller fouiller là, si on veut, mais tu sais, à Québec, on a instauré là, des conseils de quartier où est-ce que tu as des citoyens là, qui vont plancher sur des dossiers particuliers. À Montréal, on a l'Office de consultation publique.
À Chambly, ils ont fait des belles choses là, récemment, là, des beaux documents inspirants. Vous irez voir ça. Là. Ils se sont dotés d'une politique de participation publique, puis ils ont fait un guide qui est bien ficelé. Au Saguenay, ils sont très, très innovants. Fait qu'il y a la démarche du grand dialogue du Saguenay qui est vraiment à l'échelle de la région complète, puis qui a fait qui a un gros focus sur la participation citoyenne. Là. Ils ont impliqué c'est des milliers de personnes, les enfants, les aînés. Petit Saguenay, qui est un village en pleine effervescence, qui s'est doté d'une politique de participation citoyenne. Bécomo, d'où je viens, moi, sur la Côte-Nord, il y a un accélérateur de projets citoyens là, qui s'appelle Ma ville, ma voix, là, qui est vraiment trippant. Fait que c'est comme un budget participatif, mais avec de l'accompagnement pour mettre en place les projets. Il y a des concertations citoyennes spécifiques auprès de différents publics cibles, comme là, avec les enfants, on en a une à Montréal. Il y a aussi, je suis tombée là-dessus, là, j'ai trouvé ça trippant. C'est un projet théâtral qui s'appelle Constituons. Et donc, ce sont des citoyens qui ont joué le jeu de bâtir une constitution pour l'ensemble du Québec. Là. Fait que c'est une démarche un petit peu flyée, bien inspirante. Puis des budgets participatifs, entre autres à Salaberry de Valleyfield. Fait que des initiatives, là, il y en a à la tonne. Fait qu'on le sait que c'est le fun. Mais faut que ça soit une volonté politique, Marie-Pierre. Faut Ouais. que les élus autour de la table se disent, hey, nous autres, on va mettre du temps, puis on va mettre de l'argent à bâtir des initiatives de participation citoyenne. Tu sais, moi, là, politique de participation citoyenne de Petit Saguenay, là, ça me parle beaucoup. Hey, c'est un petit village, là, si je me trompe pas, sont à peu près 600, tu sais. Mais il y a Ouais. eu une volonté politique de se dire, hey, nous, c'est important que nos citoyens prennent part aux décisions. On va s'en faire une politique de participation citoyenne. Mais ça part Ouais. des élus à la base. C'est eux qui ont dit, écoute, c'est important pour nous autres, on en fait une priorité, puis on en fait une politique, tu sais. Je les ai rencontrés, puis j'ai visité le village avec le maire puis son équipe. Là. C'est extraordinaire ce qu'ils réussissent à accomplir. Là. Ils sont en train de révolutionner là, la place d'une municipalité dans le développement de la communauté. Là. Mm. Fait qu'il y a des conséquences aussi à une faible implication. Est-ce que tu veux nous en parler, Marie-Ève? Oui, on en a nommé quatre, là, général. On parle écoutez, risque de rejet et de conflit. En fait, si on n'implique pas les citoyens, on est à risque de voir de l'opposition puis des protestations poindre de la part de certains citoyens. Les projets imposés sans consultation peuvent clairement rencontrer une résistance active. On peut voir aussi de la mésinformation. Hein, on peut voir des citoyens qui vont présenter le projet de la mauvaise façon, pas avec toute la bonne information. Et ça, on sait que la mésinformation ou la malinformation a des conséquences désastreuses sur l'acceptabilité d'un projet ou non. Donc, l'importance prend tout son sens au niveau de la transparence, au niveau de la transmission d'informations pertinentes, véridiques aussi. Une autre conséquence qu'on voit, Marie-Pierre, c'est l'inefficacité et le gaspillage de ressources. On a beau avoir d'excellents projets, on peut y travailler si on n'est pas allé valider avec la communauté, avec les citoyens, si c'est un projet nécessaire, si le projet, comme on l'imagine, répond vraiment à leurs besoins, peut faire gaspiller du temps et des ressources financières à une municipalité. On peut aussi avoir des retards et des surcoûts si on est en pleine réalisation d'un projet et là arrive une résistance au niveau des citoyens, mais ça se peut qu'on soit dans l'obligation de mettre sur pause la réalisation de notre projet pour répondre aux questions, pour représenter le projet, pour prendre le temps avec les citoyens, ce qu'on aurait dû faire dès le départ, tu sais, qui aurait évité retard et surcoût. On parle aussi de la perte de confiance envers les institutions, des citoyens qui sont tout le temps en désaccord, qui ne comprennent pas ce que l'équipe municipale prend comme décision. Ben ça peut, ils peuvent se sentir ignorés, ils peuvent se sentir mal marginalisés, donc ça peut nuire à leur participation future. On parle ici de désengagement civique. Puis il peut y avoir aussi une atteinte à la réputation des élus.
Hein, on peut voir une dégradation de l'image des décideurs, puis là, on envoie une trolley là, sur les réseaux sociaux, des commentaires négatifs actuellement là, sur les décisions qu'ils ont prises, sur les décisions qui sont prises, pardon, sur les élus. Donc, toujours se rappeler que la transparence et l'intégration des citoyens, ben, aide à ne pas se voir dégrader notre réputation, en fait. Mhm. Là, j'essaie de changer le diapo. Il y a comme, des fois, ça gèle. Quand on reste trop longtemps, c'est un signe, là. Là, on est à 27 minutes, là. C'est un signe qu'il faut qu'on accélère. Je vais y aller rapidement. Les conséquences d'une implication dérangeante, ça, c'est ce qu'on appelle, tu sais, quelque chose qui serait plus perturbateur. On dit des gens qui s'impliquent, mais pour manifester contre des choses, tout ça. Fait que ça porte souvent sur des projets controversés, puis ça va susciter des tensions. Ça se déroule dans un contexte où il n'y a pas déjà de dialogue, puis qu'on a une intensité qui est élevée. Fait que c'est une manifestation d'une volonté d'influence. Les gens se sont peut-être pas sentis entendus. Et là, ils souhaitent être entendus. Ils sont prêts parfois à perturber le cours des choses. Fait que ça met de la pression sur les autorités puis les personnes qui prennent les décisions. Fait que c'est sûr que tout ça, ça va dépendre du contexte, de l'environnement sociopolitique, puis des subjectivités. Bon. Fait que qu'est-ce qui va générer ça habituellement? Donc, on parle de nos projets controversés, d'avoir un dialogue qui est difficile ou qui a été rompu, une perte de confiance avec, par exemple, le conseil municipal, puis une volonté là, de perturber. Fait que qu'est-ce qui va faire qu'on se rend là? C'est qu'on se comprend mal entre citoyens souvent et élus, hein? On ne comprend pas les préoccupations de chacun. On peut développer une attitude agressive puis accusatrice. On se ramasse souvent dans des rapports de force inégaux, hein. Fait que là, si on se dit, par exemple, il y a un projet de développement avec un promoteur, on se demande, tu sais, qui a le gros bout du bâton, là? Est-ce que les citoyens ont un réel impact possible? Il peut y avoir aussi des conflits d'intérêts potentiels, par exemple, avec une industrie qui va faire qu'on se demande s'il n'y a pas comme de quoi de la magouille en dessous, et donc la perception d'un manque de transparence. Fait que ça, c'est toutes des conséquences d'une... C'est ce que ça génère, ce qui fait qu'on tombe dans une implication dérangeante. Au niveau des impacts négatifs, je continue, Marielle, ça te va-tu? C'est pas de problème. Fait que ça crée de la division. On polarise souvent nos débats, puis ça fragmente les communautés. J'ai dans la tête des villages que je connais là, où est-ce que ça a vraiment dégénéré, des voisins qui se parlent plus, des gens qui font même des burn-out, qui n'osent plus sortir de chez eux puis aller à l'épicerie. Ça peut vraiment être dommageable. On perd le dialogue, on stigmatise parfois des gens qui ont voulu s'impliquer pour faire connaître leur opposition. Fait que là, on va stigmatiser des militants, par exemple. On va leur enlever de la légitimité. Il peut y avoir de l'intimidation, puis ça peut générer de la peur. Moi, j'ai entendu des histoires aussi d'horreur là, d'une mairesse qui s'est faite menacer là, si elle ne changeait pas d'opinion sur un sujet. Ou, tu sais, ça devient, là, ça peut devenir, c'est ça, stressant. C'est absolument pas agréable. Puis ça peut engendrer aussi un désengagement encore plus grand. Par contre, d'être capable de dealer comme il faut avec une implication dérangeante, ça peut aider à améliorer des projets, à renforcer les liens, à sensibiliser les gens sur des enjeux, puis à mieux prendre en compte les enjeux. Est-ce que tu as envie de nous présenter rapidement le triangle de la confiance qu'on a été, que j'ai trouvé là, d'une chercheuse que je trouve le fun? Est-ce que tu as envie de nous présenter ça? Oui, ben il y a trois thèmes nécessaires en fait pour assurer la confiance. On parle de l'accès à l'information, on parle de l'influence et on parle de la légitimité. Quand on parle de l'accès à l'information, ben c'est pas nouveau, on le nomme depuis tantôt, mais tu sais l'importance de fournir des données claires et transparentes sur les sujets et les décisions municipales, l'importance de créer des espaces accessibles aussi pour le partage d'informations
c'est important que les élus puis les équipes municipales se questionnent. Est-ce qu'ils la donnent, l'information, au bon moment, tu sais? Puis s'assurer que chacun et chacune a la possibilité de comprendre et de participer. L'information qu'on donne, est-ce qu'elle est adaptée à nos citoyens? Est-ce qu'on la vulgarise assez pour qu'elle soit compréhensible aussi par la majorité des citoyens? C'est des questions importantes. On parle de la légitimité des voix citoyennes, donc reconnaître les préoccupations de la population comme valides et pertinentes. La majorité des questions sont excellentes, puis il faut en tenir compte. Il faut éviter de réduire les questions et les comportements des citoyens à des émotions ou à des intérêts égoïstes. Il faut vraiment reconnaître l'expertise des citoyens dans les décisions qu'on prend. Puis c'est important d'inclure la communauté dans le processus décisionnel le plus tôt possible dans le projet. Il faut pas penser que juste parce qu'on consulte ou qu'on donne de l'information, les citoyens sont partie prenante. Donc, légitimité des voix citoyennes, reconnaître qu'ils doivent faire partie intégralement du processus, en fait, là, de mise en place de nouveaux projets. Puis on parle aussi de l'influence sur les décisions. C'est important de s'assurer que les contributions de la population ont un impact réel. Hein? On veut pas juste les questionner pour les questionner, mais on veut les entendre, puis on veut utiliser leur opinion aussi dans la mise en place de ces projets-là ou dans la réflexion du projet. Il faut éviter les processus perçus comme factices. C'est le mot, Marie-Pierre? Ouais. Tu sais, un genre de faux prétexte, là, tu sais, dire, ah, c'est une consultation un peu bidon, là. On consulte pour consulter, mais après ça, on lit pas les résultats. Ouais. Puis, encore une fois, c'est important de faire preuve de transparence sur la façon dont les contributions des citoyens sont intégrées dans la réflexion puis dans la construction des projets ou des politiques. Fait que moi, ce triangle-là, je l'aime beaucoup. Puis il y a une activité spécifique là, pour se questionner sur ces aspects-là. Si vous voulez aller plus loin, là, ça va être dans le contenu de formation. Fait qu'en conclusion, osons la participation citoyenne. C'est un levier puissant pour avoir des communautés dynamiques, résilientes, enrichissantes. Fait que ça va, quand on en fait comme il faut, là, quand on fait attention, ça va renforcer la légitimité de nos décisions, ça renforce la confiance, ça permet surtout d'avoir des projets qui répondent vraiment aux besoins de la communauté, puis ça va stimuler aussi l'innovation. Fait qu'avoir des élus engagés, des citoyens impliqués, tout ça, là, les deux ensemble, là, c'est vraiment gagnant. Fait que comment est-ce qu'on peut trouver des espaces neutres, des espaces constructifs pour avoir des vrais échanges, tester des approches participatives aussi qui sont adaptées à notre contexte, puis vraiment miser sur le dialogue, l'écoute mutuelle, puis le respect. Hmm? Osons. Oui, osons. Fait on va vous inviter à poursuivre la réflexion avec nous à travers les prochaines capsules. Je vous présente ça là, une par une. Donc là, on va y aller vite, vite là-dessus. Là, mais la suite, là, c'est au niveau de comprendre vraiment les attentes et les besoins, les émotions des citoyens pour mieux répondre à ça. Fait on veut prendre le temps aussi là, de présenter, là, de remercier nos partenaires de ce projet pilote. On a entre autres là, toutes les MRC, donc avec la table des MRC, puis on est chanceux d'avoir le soutien là, du gouvernement du Québec à travers le MAMACH. Merci, Marie-Ève. Merci, Marie-Pierre. À bientôt.